Et nous vous retrouvons pour la suite de cette émission. Après la pause, Bonenfant Gouvi, vous étiez en train de parler de cette situation qu'il ne fallait pas plutôt extrapoler ou passer sous silence et arriver à un déploiement militaire au Soudan. Oui, bien sûr, je disais que, avant le déploiement des militaires pour, du moins, quel que soit ce que nous disons, protéger la population civile, il faudrait qu'on passe toujours par la table de négociation d'abord. Et c'est après ça qu'il doit le faire. Moi, je dis toujours sur ce plateau, lorsque il y a quelque chose qui se passe, que ce soit en Afrique de l'Ouest, etc., nous interpellions nos organisations sous-régionales. Ce que je leur reproche, c'est que je ne sais pas s'ils n'ont pas de moyens pour avoir une force. Si c'est que nos organisations, que ce soit sous-régionales, que ce soit africaines, avaient une force pour pouvoir permettre aux gens, en cas, dans ces moments maintenant de guerre, les déployer immédiatement, de manière générale, sur le continent pour pouvoir, comment l'appelle-t-on, protéger les civils, c'est bon. Vous allez voir que tout à l'heure, lorsque le consort Ruto, ils vont se comprendre pour envoyer les militaires au Soudan, vous allez voir, ça va perdurer la guerre. La guerre va perdurer. Et quand la guerre perdure, ça n'arrange pas la population. Ça n'arrange que ceux qui activent que ça fasse quoi? Que ça continue pour qu'eux dessous, ils prennent nos richesses et ils s'en veulent. Et après, ils vont revenir encore ici pour faire le pompiment. Non, mais avant de remettre peut-être la parole à Abdou, j'ai peut-être un mot à placer. Oui, c'est ce que je rebondis ce que disait Bonenfant. C'est pour dire aujourd'hui que, heureusement, les signaux sont peut-être un peu clair. On remarque que cette guerre ne va pas perdurer. Heureusement pour nous, parce qu'à un moment donné, ça dit qu'au début de la crise, tous les belligérants se sont sous-estimés. C'est-à-dire que les deux camps en face se sont estimés. Ils se sont dit que, compte tenu de ma force de frappe, je peux vite exterminer. Mais rapidement, ils ont compris que cette guerre-là n'arrange personne. C'est pour d'ailleurs qu'ils ont voulu qu'ils veulent aller à la négociation pour justement faire taire rapidement. Vous pensez donc qu'il y a de l'espoir? Oui, il y a une lueur d'espoir. Il y a une lueur d'espoir. Je l'ai dit tout à l'heure qu'on a vu la bonne volonté, la bonne foi des deux camps, des antagonistes qui voulaient justement aller à une table de négociation. Sauf que ce que je déplore, c'est cette façon-là de vouloir escalader les murs. Escalader les murs aujourd'hui, c'est justement déployer les forces alors que les pourparlers n'ont pas eu lieu et que les belligérants ou bien le dialogue ne s'est statué sur quoi que ce soit. Il va d'abord falloir qu'on règle les choses en amont pour pouvoir penser à un déploiement des forces sécuritaires. Abdou Jalil, faut-il déployer les militaires comme le propose l'IGAD ou bien il faut revenir aux négociations, même si on sait que pour le moment ça échoue parce qu'on ne s'est pas accordé sur celui qui devait conduire les négociations? Bon, en toute chose, il faut toujours commencer en amont. D'abord, je dis merci d'abord à Daglo et à Fatah d'avoir accepté d'aller à la table de négociation. C'est déjà un point. Mais maintenant, le nœud du problème, ils ont soulevé un problème en fait, que William n'est plus partial pour pouvoir gérer cette crise-là. Donc, à ces messieurs qui ont accepté mettre William, ils n'ont qu'à accepter de mettre quelqu'un d'autre pour pouvoir régler ce problème. Parce que ça va perdurer. Déjà, le Soudan a connu cette guerre-là il y a très longtemps. Il y a eu des guerres qui sont passées avant que cette guerre-là ne recommence aujourd'hui. Tout ça, là, c'est des pertes en vies humaines. Ça profite à qui? Ça ne profite pas à la population soudanaise. Ça ne profite qu'à ceux qui sont dans les coulisses et qui ont l'habitude de faire leur travail. Est-ce qu'il faut forcément faire ces pourparlers-là, les terminer avant de déployer la force militaire? Oui, il le faut, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'ils s'entendent d'abord dans les coulisses. Parce qu'on ne peut pas déployer les forces. Quand ils viendront sur le terrain, ils vont essayer de pouvoir protéger la population. Mais comment ils le feront? Parce que comment elles seront déployées? Dans quelles conditions? Il va falloir qu'on maîtrise les contours. Il faut qu'on maîtrise les déploiement aujourd'hui. Sinon, ça ne pourra pas se faire. Parce que ça serait très difficile de gérer ce genre de problème. Donc, ils n'ont qu'à essayer de voir comment essayer d'enlever M. William de ce projet et mettre quelqu'un d'autre. On n'a pas dit M. William n'a qu'à quitter le projet, non, mais de le remplacer, de trouver quelqu'un qui juge crédible de pouvoir régler le problème et ils vont essayer d'avancer. Justement, c'est l'entêtement du fait d'escalader les choses qui prouve à suffisance que Ruto est vraiment partial. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'ils ne veulent pas aller à la table de décision pour définir les choses clairement, comme mes co-débatteurs l'ont dit, et ils tiendraient
toujours à escalader ce point-là pour envoyer les choses. Vous savez, moi, je ne sais pas si vous avez une fois vu un militaire devant qui on envoie encore un autre militaire venant d'un autre pays pour sécuriser. Vous savez, on risque d'aller au pire. Ce qui se passe dans sa maison, c'est celui qui est dans sa maison qui sait ce qui se passe réellement. Donc aujourd'hui, nous faisons seulement des analyses, mais nous nous mettons dans la peau de nos frères africains qui sont des Soudanais, mais qui n'ont pas d'armes, mais qui meurent. Donc, comme lui l'a dit, il y a eu quand même une volonté d'aller à la table de négociation. Il ne faut pas que ce choix porté sur William, qui est qualifié par les militaires de partial, il ne faut pas que ça permette à ce que la guerre dure, qu'on tue. Maintenant qu'on va tuer toute la population, maintenant on va gouverner qui? Les moutons. Donc il faut que ça cesse. Il faut que Ruto quitte là-bas pour que quelqu'un arrive. L'essentiel, c'est de rester c'est d'aller à la table de négociation et définir les choses avant de savoir ce que... Maintenant, les forces qui vont venir doivent avoir leurs limites. Il faut que les militaires, là aussi, en sachent. Et ils sont venus à la table de négociation. Donc ici, c'est le Ruto que vous voyez sur la chose là. C'est lui qui en demande. C'est pas le Ruto, c'est William Ruto. C'est un président. C'est un président de la République. Il faut savoir placer les mots. Merci beaucoup. Non, mais juste sur le sujet, peut-être, c'est-à-dire que c'est l'occasion d'interpeller encore l'Union africaine. Parce que là, je pense que c'est une initiative africaine qui est en train d'échouer et qui va justement donner raison à nos contemplateurs qui disaient que à chaque fois qu'il y a crise en Afrique, les Africains n'arrivent pas même à résoudre leur crise. Il va falloir justement qu'on fasse appel à un occidental, un européen. Je pense qu'on est au 21e siècle, on doit prouver à la face du monde que nous aussi, nous sommes capables, ne serait-ce que nous ne savons pas seulement foutre du bordel, mais nous savons également en fait faire de bonnes choses. C'est pour ça, je lance un appel solennel aujourd'hui à l'Union africaine qui doit justement se saisir de ce dossier-là pour que la paix revienne au Soudan. Merci beaucoup à vous. Je reste... je vais aller plutôt avec Bonenfant Gbovie pour parler de la Guinée. Après sa suspension en mai pour cause de grève, le procès Moussa Dadis Camara a repris ce 10 juillet en Guinée, suspendu le 29 mai pour grève des avocats réclamant leur paye avant de continuer. Il devrait normalement reprendre le 21 juin après un accord avec le ministère de la Justice. Surprise, ce fut plutôt à nouveau reporté à cause d'une grève des gardiens de prison. Quoi qu'il en soit, le procès Moussa Dadis Camara a bel et bien repris ce lundi 10 juillet en Guinée. Bonenfant Gbovie. Oui, bien sûr, il y a un adage de chez nous qui dit que quelle que soit la longueur de la journée, de la nuit, le jour apparaîtra. Vous voyez, petite grève par-ci, etc. En ce moment, ça arrangeait seulement Dadis Camara parce que les chefs d'accusation qui sont contre lui sont des accusations graves. Viol de femmes, les femmes même ont parlé, on les a interviewées, on a lu, on a entendu beaucoup de femmes, des tueries, ce qui s'est passé au terrain le jour-là. Bon, nous n'étions pas là-bas, mais nous avons... Procès du 28 septembre 2009. Très bien. Donc aujourd'hui, que des choses se passent d'une manière ou d'une autre, tendant à l'arranger pour prolonger un peu et la reprise, quand même, ça a eu lieu. Aujourd'hui, vivement, nous allons demander seulement à la justice que la justice soit faite, parce que commettre des exactions contre des femmes, je ne sais pas ce qui motive ceci. Pas seulement des femmes. Oui, je prends seulement des femmes. Aujourd'hui, ça dit que nous, les hommes, nous avons plus de force et il ne faut pas que la force que Dieu nous donne là, que nous l'utilisions pour terroriser, ça dit que les femmes. Moi, parmi tout ça, les gens qui sont morts, eux, c'est fini pour eux. Mais les femmes qui sont là, qui sont violées, qui sont là, ça dit que c'est comme une cicatrice qu'on ne peut pas enlever, Si elles mouraient, plutôt c'est mieux. Aujourd'hui, c'est des traumatismes, c'est des gens qui sont là et ils ne demandent que de la justice. Moi, je crois que il n'y a pas match. Il faut que la justice dise vraiment ce qui est normal par rapport aux preuves et par rapport aux éléments qui contournent pour voir que vraiment pour une première fois, nous avons une justice en Afrique qui bat son plein et qui doit rendre justice à qui
Ils doivent. Abdou Jalil Gafo, le procès avait été suspendu, je le disais, le 29 mai. D'abord parce que les avocats sont entrés en grève, puisqu'ils ne sont pas payés depuis qu'ils ont commencé le procès. Et quelque chose qui avait surpris, mais c'était le cas. Après, on s'était accordé à ce que le procès reprenne le 21 juin. Voilà, c'est les gardiens de prison qui sont entrés en grève. Finalement, ça reprend ce 10 juillet. Votre regard sur cette situation en Guinée? Bon, moi je crois bien que... Mon confrère l'a dit, même si vous faites traîner le dossier, ce qui est sûr, un matin, le procès doit reprendre. Aujourd'hui, tout ce qui s'est passé en Guinée, je crois bien que Dadis Camara, il est conscient de la situation. Vous savez, le voleur, quand tu ne le prends pas en flagrant délit, il a toujours des arguments à se défendre. Mais aujourd'hui, la justice est là en Guinée. Donc, les juges sont là, ils vont essayer de voir le dossier comme cela se doit. Et au fur et à mesure, les témoins sont là. Mais les femmes qui sont violées, parce que quand il y a guerre, il y en a qui abusent. Des abus sexuels, si ça vient et la plupart du temps, c'est les militaires qui le font. Et ça, ce camp-là, qui a créé ça? Et la plupart du temps, quand il y a ce type de problème, qui avait donné le coup d'envoi? Donc, je crois bien que les juges sont habilités à voir parmi tous ces faits et tous ces témoignages qui ont été faits autour du dossier pour pouvoir essayer de rendre une justice équitable à tous les Guinéens qui ont été victimes de cette exaction-là qui a été commise dans ce pays-là depuis le 28 septembre dernier. Donc, c'est très important. Lui, le procès avait été suspendu, 2 grèves successives qui ont fait que peut-être certains ont espéré, ont cru que peut-être que c'est renvoyé au calendrier grec. Finalement, ça a repris ce lundi. Oui, non, mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est un procès aussi budgétivore, hein, parce que ce procès-là a mobilisé plus d'une soixantaine de magistrats avec 15 greffiers, des magistrats guinéens, aussi guinéens qu'internationaux. Donc ça veut dire que c'est un budget conséquent qui est alloué justement à ce procès-là. Donc à un moment donné, si l'État suffoque, il faut qu'on essaie de le comprendre. Mais c'est parce qu'il y a cette volonté-là, en fait, de rendre justice aujourd'hui à ces milliers de femmes qui ont été violées, qui ont été tabassées, à ces milliers de Guinéens dont les droits ont été bafoués lors de ce massacre. Donc je crois que quelqu'un l'a dit le jour, en fait, c'est-à-dire que quelle que soit la longueur de la nuit, le jour vient. Donc le jour apparaît aujourd'hui. Donc on voit que c'est vrai que quand vous suivez le procès, ça ressemble à une série de télé. Mais parce que quand vous voyez dans la manière dont Dadis Camara est en train de narguer ou bien en train d'envoyer les gens balader, vous allez vous rendre compte qu'il est dans une comédie qui ne dit pas son nom. Mais aujourd'hui, je crois que il sait que ce qu'il attend n'est pas du chocolat, parce que quand vous êtes dans un gouvernement dirigé par un militaire qui a eu même le courage de le dire dès sa prise du pouvoir, que la justice sera sa boussole. La justice sera la boussole qui va orienter ou bien qui va diriger ses actions. Ça veut dire que toutes les impunités commises précédemment doivent être punies. C'est-à-dire que toutes les actions, toutes les violations des droits de l'homme, tous les actes de corruption, tout ce qui ont été impliqués dans la mauvaise gouvernance vont être rattrapés. Donc je crois que Dadis Camara aujourd'hui, il est en train d'être rattrapé par son passé. Donc vous avez vu, vous suivez un peu le film du procès, qu'au dernier round, il a été totalement lâché par Marcel Guiavodi, qui est son nom, qui lui a demandé en fait de reconnaître son neveu, qu'il a lâché, qui lui a demandé de reconnaître justement qu'il est l'auteur, que c'est lui qui a donné l'ordre. Donc je pense que le procès en réalité pour moi est déjà clôturé et qu'on devait normalement s'attendre à un verdict final. Mais qu'à cela ne tienne, puisque Dadis Camara a du mal à reconnaître les faits, on va justement lui donner les moyens de continuer par entre guillemets continuer pas à détailler entre guillemets ses arguties, parce que ce qu'il dit là-bas ne convainc personne. Ça, c'est votre point de vue. Parce que tout le monde ne peut pas dire c'est convaincant. Non, mais c'est comment ce qu'il dit. Ses propres yeux. Mais quand des témoins, quand des gens sur qui lui-même il comptait, qui pensaient qu'il allait témoigner à son avantage, à sa faveur, viennent le lâcher publiquement, je pense que le game, on me dirait game over, quoi. Donc, on devait normalement passer à autre chose. Mais puisque c'est un procès, on le dit, on a le droit d'écouter tout le monde de bout en bout. Donc on lui donne l'opportunité de continuer par
nous déblayer ces alibis. Alors, je voudrais qu'on concentre un peu les attentions sur le boycott plutôt des avocats. Ils avaient boycotté au début parce qu'ils n'avaient pas été payés depuis le début du procès. Et jusque-là, ils ne sont pas encore payés. À l'entame, ils ont dit effectivement qu'ils donnent ce mois de juillet au ministère de la Justice pour régler leur situation. Auquel cas, à la reprise, ils vont encore boycotter. Alors, est-ce une épée de Damoclès sur la tête de la justice guinéenne? On n'avait pas prévu les moyens pour faire ce procès? Non, je pense que je disais que le procès mobilise un moyen colossal. Et donc, après la suspension, il y a eu des négociations de couloir. Le ministre de la Justice est allé rencontrer justement ces magistrats-là qui leur a donné parole, de donner une chance à l'État qui va essayer de chélonner ces dettes-là. Donc, ils sont dans cette dynamique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils font foi justement au gouvernement de Doumbouya, qui leur a promis, en fait, de mettre à leur disposition les ressources financières à un moment donné. Est-ce que vous êtes sûr que ces ressources seront mises à disposition avant la fin de ce mois de juillet pour qu'on ne se retrouve pas encore à boycotter le procès? Non, mais là, je n'ai pas la science infuse, mais il faut justement attendre que la date, en fait... Qu'on finisse le mois de juillet? Arrive à échéance. Si les magistrats ne sont pas rentrés dans leur droit, je pense que rien ne les empêche de suspendre encore ce procès-là. Mais ce que je déplore, c'est-à-dire que plus ce procès dure, plus la transition va durer. Doumbouya, là, il est là pour une mission, c'est-à-dire qu'il voulait restaurer la Constitution, il voulait restaurer l'ordre constitutionnel et rendre le pouvoir aux civils. S'il dit que ce procès, parce que le procès là, c'est lui qui l'a initié, il n'y a pas que ce procès là, il y a des procès qui ont été faits lors de sa gouvernance, des procès, il y en aura encore après. Donc je pense que ce procès là doit être vite vidé pour passer à autre chose. Mais si on est là, on va à pas de caméléon. Aujourd'hui, on ouvre le procès. 2 jours après, on le suspend pour des raisons que vous connaissez bien. Je pense que ça ne fait qu'arranger Doumbouya. On viendra sur l'aspect politique avec Doumbouya tout à l'heure. Djalil, je parlais de cette épée de Damoclès sur la tête de la justice guinéenne. Est-ce qu'on risque de se retrouver quelques jours après avec une nouvelle suspension parce que les avocats n'ont pas été payés? Non, mais c'est possible. Si les fonds alloués à ce procès-là n'arrivent pas à destination aux avocats et autres, je pense bien qu'avec le temps, non, mais quelqu'un ne peut pas travailler et ne pas être payé. Est-ce que vous voyez? Donc, Doumbouya savait qu'il y a ce procès. C'est lui-même qui l'a initié. Il faut qu'il se prépare à pouvoir gérer les avocats. Donc, ce procès, je pense bien qu'ils doivent tout faire pour pouvoir boucler ce dossier-là, parce que aujourd'hui, la Guinée doit continuer à vivre. Doumbouya aussi doit faire son temps et puis partir. Mais la question de savoir est-ce que Doumbouya est prêt à partir, faire les transitions de 5 ans, est-ce que dans la Constitution, est-ce que ça se dit? Mais je dis aujourd'hui, moi je ne sais pas ce qui se passe en Afrique. Une transition, la manière dont les présidents viennent en Afrique par des pushs, où on rentre dans une politique où on doit faire une transition. Et le président crée des systèmes pour pouvoir sévir encore au pouvoir. Vous voyez qu'il y a tout ce problème. Vous pensez que ce procès est une manière pour lui de rester au pouvoir? Oui, moi je crois bien que c'est. En tout cas, on reviendra tout à l'heure sur les détails là. Bon enfant Bovi, on risque encore d'aller à une nouvelle suspension si les avocats ne sont pas payés. Vous pensez, en tout cas c'est ce qu'ils disent, hein, vous pensez qu'on risque en tout cas d'arriver à une telle situation ou bien on fera tout pour les payer? En fait, le débat n'est pas là parce que comme les co-débatteurs l'ont dit, lorsque le procès l'a perdu, ça arrange mon frère Doumbouya parce que c'est lui qui l'a engagé. Oui. Et il n'est pas obligé de rester jusqu'à la fin du procès. Non, vous savez, ça ce serait un exploit pour lui. Vous comprenez? Donc ce n'est parce que c'est son peuple sur lequel les exactions ont été commises. Vous comprenez? Donc s'il arrive sous son règne à trouver justice à cette population-là qui va demander bientôt de sortir pour apprécier les tests constitutionnels, etc., ben, ce serait un exploit pour lui. Parce qu'il est venu pour ça. Il est venu pour ça. Comme l'autre l'a dit, il n'y a pas que le dossier d'Addis Camara. Il y a d'autres choses encore à faire. Donc, je ne crois pas que Doumbouya, en initiant ceci, ne connaît pas l'influence financière que ça va engendrer. Parce que c'est quelque chose qui a été peaufiné et quantifié. Donc aujourd'hui, je crois qu'il peut, je ne l'affirme pas, mais il peut. Sachant bien que quand ça a perdu, ça l'arrange, bon, il peut aller dans ce sens, hein, mais je crois à son sens
Et par rapport à cette déclaration, je vois que c'est quelqu'un qui veut balayer quelque chose, il veut balayer la maison et partir. Donc vivement qu'il s'inscrive vraiment pour mettre à la disposition. Parce que c'est pas bien à écouter que le gouvernement n'arrive pas à payer les honoraires aux avocats pour défendre des choses. Ce n'est pas bien à écouter. Vous comprenez? Tout à l'heure, les gens diront encore que la France, etc., est derrière. Mais ça, il faut que tout le monde revienne à de meilleurs sentiments pour savoir que Doumbouya doit tout faire pour régler. Il ne faut même pas que ça aille jusqu'à la fin. Comment un avocat dit jusqu'à jeu, si vous ne me payez pas, je suspends. Comme ça, là, c'est un jeu. C'est pourquoi lui disait ça tout à l'heure qu'il n'y a pas d'événement. Hein. Ça doit être clos, tout ça. Mais s'il y a la volonté, le peuple guinéen, du moins ceux sur qui on a commis des exactions, veulent la justice. Et il compte sur le numéro 1 guinéen, qui est Doumbouya aujourd'hui. Et à ma connaissance, il fera tout pour régler ces avocats pour que l'affaire-là puisse aller à fond. D'autres estiment aussi que la remise en jeu de ce procès peut être une occasion pour Doumbouya de détourner les attentions sur sa manière de gérer le pays et focaliser les attentions sur Moussa Dadis Camara, le temps de la transition passe. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, vous savez, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Et si c'est la route politique que Doumbouya a pu tracer pour qu'en faisant ce procès, que les yeux des gens soient détournés, pour pouvoir asseoir une stratégie pour faire autre chose. Bon, la vie, c'est un choix. C'est un choix. Mais quand on voit ces déclarations, oui. Il semble être quand même droit dans ses bottes. Après, il va céder le pouvoir, ni plus ni moins. Ce sera la fin de son règne. Non. Pour le moment, dans ces déclarations, on ne lit pas quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir. Vous savez... Est-ce qu'on n'est pas finalement en train de lui prêter juste des intentions? Bon, au fait, c'est pourquoi je dis que c'est des procès d'intention. Pour le moment, aujourd'hui, nous sommes au plateau aujourd'hui, le mercredi. Nous ne pouvons pas savoir immédiatement ce qui va se passer plus tard. Parce qu'il y a une feuille de route que le type est en train de dérouler. Et il y a une transition. Il est en train de faire une transition quantifiée. Ouais, non? C'est pourquoi je ne peux pas aller tout juste en besoin pour dire que ceci va lui permettre de s'éterniser. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie politique. Il a le droit de définir les stratégies politiques. Nous sommes en train de décrypter si c'est vrai ou c'est faux. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de dire que c'est vrai ce que les gens prêtent comme intention à ce monsieur, c'est vrai ou pas. Le temps nous le dira. Mais pour le moment, il est en train de dérouler comment appelle-t-on, la feuille de route inscrite dans cette... Ce qui est important, c'est qu'il a attaqué ce dossier pour que justice soit faite. Mais si les gens ont cru et ont compris que c'est un détournement de l'idée des gens sur lui, pour qu'on se focalise sur Dadis Camara, pour qu'il puisse faire asseoir une stratégie pour s'éterniser. Moi, je ne saurais le dire aujourd'hui. Louis Kamako, qu'est-ce que vous en dites? Non, mais je crois toi-même, tu as dit que jusque-là, Mamadi Doumbouya, il est droit dans ses bottes. On a vu, ça dit que son délai de transition court, ça court jusque-là. Et donc jusqu'en 2025, normalement. Oui, 2025. Ça veut dire que, je dis que ce procès-là, en réalité, il est déjà, le procès, il est clos, il est clos depuis. C'est-à-dire qu'on voit la prolongation. C'est ce que je me dis. Maintenant, Doumbouya aujourd'hui n'a à aucun moment dit qu'il va s'éterniser au pouvoir. Il a une charte de transition qu'il respecte. Le procès aujourd'hui, il a ouvert, c'est une ébauche qu'il a lancée. Donc quelqu'un viendra peut-être continuer. Parce que c'est quoi aujourd'hui? Quand vous voyez dans des pays comme la Guinée, comme ce qui s'est passé, ce qui rend les gens aigris, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des gens se sont considérés comme des demi-dieux et qui pensaient qu'ils ont la possibilité de décider de droit de vie et de mort sur le bas peuple. C'est justement, j'attends sous réserve du verdict. C'est ce que justement Dadis Camara peut-être a fait en 2008, quand des femmes ont été violées, des gens ont été bastonnés n'importe comment. Et donc, depuis le règne du professeur Alpha Condé, le cas là n'a jamais été évoqué. Donc, Doumbouya vient, il dit que si vous voulez justement qu'on ait
un pays stable, qui ait une fibre patriotique, il faut qu'on rende justice à tous les Guinéens. Donc c'est sur justement ce volet-là qu'il est en train de travailler. Et donc je pense que c'est un bon programme, hein. C'est-à-dire que c'est un bon déroulé qu'il est en train de dérouler, vous permettez la tautologie. Et qu'en le faisant, même s'il ne finit pas, puisqu'on dit qu'il est là jusqu'en 2025, même s'il ne finit pas, quelqu'un d'autre viendra prendre la relève. Parce qu'on parle de la continuité de l'État. Il faut vider certains sujets qui fâchent, il faut vider les dossiers qui fâchent. Et les dossiers qui fâchent, justement, le procès d'Addis Camara en fait partie. Après, on verra, c'est vrai qu'on va vouloir rétablir l'ordre constitutionnel. On l'a vu également qu'il est en train de nouer un pays, il est en train de donner en fait du quitus à ce qu'on appelle aujourd'hui le partenariat Sud-Sud, avec ce qu'il a fait avec le Rwanda et tout. Donc je crois qu'aujourd'hui il est en train de mettre la Guinée sur les bons rails pour que celui qui vient, parce que lui c'est un militaire, c'est une élite, on l'a dit que l'armée que nous avons la chance d'avoir actuellement sur le sol africain, c'est-à-dire que c'est une armée élite. C'est l'intelligence, c'est-à-dire que cette armée-là qui a appris à gérer la chose publique et qu'à un moment donné, si ça ne va pas, puisque l'armée fait partie de la société, elle prend sa responsabilité pour justement en fait sortir la population de l'ordre. Mais rien ne justifie cela parce que l'armée doit être républicaine. L'armée, elle est républicaine en fait. Je dis sa républicité. Ça veut dire que la républicité de l'armée, si le mot existe, je pense que ça se trouve aussi dans ça. Parce que quand vous êtes membre d'une société, quand vous êtes intégrant, faites partie intégrante d'une société, vous ne pouvez pas fermer les yeux sur les mots qui mine cette société-là. Donc c'est pour ça je dis, je vais peut-être chuter par là, c'est pour ça je dis que tous ces présidents, tous ces chefs d'État-là, qui sont en fait nourris, qui veulent justement mourir au pouvoir, qui veulent s'éterniser, qui veulent justement triturer à chaque moment la Constitution pour faire un mandat de plus, doivent être découragés. Parce qu'en le faisant, ils donnent libre cours justement à l'armée qui vient leur faire un coup d'État, qui vient leur un putsch et bascule le pays dans l'insécurité. Merci beaucoup, Louis. Un dernier mot, Djalil. Oui, une intention de Doumbouya de s'éterniser au pouvoir à travers ce procès. Vous savez, moi je l'ai toujours dit, si on a l'habitude de laisser les militaires venir toujours au pouvoir, on aura toujours ces types de problèmes-là. Parce que les civils ont toujours l'habitude de... Moi, c'est ce que j'aurais remarqué, de bien gérer le pouvoir. Parce mieux que les militaires. Oui, mieux que les militaires. Parce que j'ai toujours parlé de cette manière de venir au pouvoir. Parce que c'est comme si c'est un règlement de compte à la fin. Quand l'autre vient, il veut que l'autre... Parce qu'il faut voir aujourd'hui, le Mali, c'est pareil. Mais là, c'est entre deux militaires. Oui, Moussa Dadis Camara est militaire, Doumbouya est militaire. Voilà qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver de consensus entre les deux. Vous voyez que quand c'est entre militaires, c'est toujours difficile. Parce que je ne sais pas si c'est là. Les deux ne sont pas... Il n'y a pas de guerre là-bas. Oui, il n'y a pas de guerre. Oui, je ne refuse pas le problème. Je ne refuse pas ça. Mais si c'est le cas Soudan, ben, là, mais ici, nous sommes en Guinée. Nous parlons de la Guinée. Dadis Camara et Doumbouya. Et puis c'est le temps est contre nous en quelques secondes. Est-ce que vous pensez qu'à travers ce procès, Mamadi Doumbouya veut quand même occulter l'actualité, détourner les attentions sur Moussa Dadis Camara et profiter et rester plus longtemps au pouvoir? C'est possible. C'est possible. Ça peut être aussi une stratégie pour lui. Parce qu'aujourd'hui, chacun cherche à avoir son gagne-pain dans ce qu'il est en train de faire. Parce que la manière dont lui aussi il est venu, il peut toutefois avoir de stratégies pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. À mon regard, c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que ce procès-là, déjà, l'autre qui est passé la fois dernière, le neveu du président qui est passé, déjà à ce parjus, ils n'ont qu'à aller au plaidoirie et puis boucler le dossier. Non, mais c'est pas passer à autre chose. C'est pas à Doumbouya de décider. Oui, mais je ne suis pas à Doumbouya d'en décider, mais c'est un plan pour lui aujourd'hui, c'est lui qui dirige le pays. Vous savez que le pouvoir exécutif dans certains de nos pays, vous savez comment ça se passe. Pas un coup de fil, il y a toujours de ces problèmes qui arrivent. Non, mais je crois que l'exécutif... Parce que
J'ai dit tout à l'heure que le cas d'Addis Camara n'est pas le seul cas. Il y a des choses. Donc, poser la question que cette manière de détourner les choses sur Dadis Camara pour pouvoir s'éterniser, il n'y a pas de rapport. Est-ce que pour vous, c'est une fausse analyse? Oui, c'est une fausse analyse parce que la personne, sa suite court jusqu'à 2025, comme vous venez de le dire. Mais si c'est après, et si ça traîne, les autres aussi vont non, mais c'est pas ce n'est pas le procès d'Addis Camara qui conditionne en 2025. Merci beaucoup. Il y a la continuité de l'État. Bon enfant Bovi, le temps est contre nous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de cette émission.